Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de dialoguer. J'aurais tellement souhaité plus dialoguer pour vrai ou avoir une vraie conversation. En tout cas, je vous lève ma tasse de thé. Et puis, on va commencer à parler des inhibiteurs de PARP. Je vais enlever le masque. Alors, c'est un sujet qui m'est très cher, les inhibiteurs de PARP pour le traitement du cancer de l'ovaire. Donc, je dois vous déclarer mes conflits potentiels d'intérêt. Je fais beaucoup de travaux pour essayer de faire la promotion de médicaments pour nos patientes avec cancer de l'ovaire. Alors, j'ai l'occasion et le plaisir de travailler avec plusieurs compagnies, dont Clovis Oncology, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Roche, Genentech, Tesaro, etc. Maintenant, le diaporama, les diapositives en elles-mêmes, ainsi que le texte ont été en grande partie préparés par la compagnie Impact Medicom Inc. Évidemment, je vais y ajouter ma touche personnelle. Alors, on part. Cancer épithélial de l'ovaire, fort possiblement, vous savez déjà ces données-là. C'est notre cancer de l'ovaire qui est le plus fréquent dans les cancers de l'ovaire, donc c'est la forme épithéliale. Mais ce qui est particulier, 75 vont être diagnostiqués à un stade 3 ou 4. Puis, évidemment, jusqu'à tout récemment, la survie à 5 ans est à peu près plus ou moins 30 en grande partie parce que les patientes étaient découvertes au moment où le stade était avancé. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est qu'après chirurgie, chimiothérapie, il y a une période d'accalmie, mais malheureusement, au moins 80 des patientes vont récidiver après tous ces efforts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est particulièrement excité de discuter du traitement d'entretien. Certaines personnes vont l'appeler traitement de maintenance avec des inhibiteurs de PARP une fois que la chimiothérapie est terminée, dans le but de diminuer le risque de récidive, puis en fait d'allonger cette période-là de rémission alors que les patientes sont généralement en bon état général. Principe de base pour essayer de comprendre ce qu'un inhibiteur de PARP fait. Il y a des grands mots qui vont revenir dans la discussion. C'est la recombinaison homologue, qui en fait est une façon pour l'ADN de la cellule de se réparer. Il y a plusieurs mécanismes qui existent. Et en même temps, on va jumeler les concepts de BRCA, fameux gènes, les mutations qui ont été vraiment popularisées avec Mme Angelina Jolie, qui, entre autres, vont avoir les voies de réparation un peu plus fragiles. Donc, on mise sur ça pour essayer de gagner avec les inhibiteurs de PARP. Alors, à droite, vous avez la double hélice, qu'on connaît bien, qui, à tous les jours, va avoir des milliers de petites brisures sur un simple brin, sur un côté. Et il y a la fameuse, la famille des enzymes de PARP, il y en a plusieurs, qui va être responsable d'essayer de faire une réparation de cette position qui est endommagée pour finalement nous donner une double hélice qui est intacte et quand les cellules se multiplient également et pour avoir une cellule qui va survivre. L'inhibiteur de PARP, ce qu'il fait, vient enlever la fonction du PARP. OK? Donc, j'ai plus d'enzyme PARP pour faire la réparation, mais les cellules sont très brillantes. Elles ont plusieurs autres mécanismes de réparation. Et à ce moment-là, si elles sont efficaces, si elles sont ce qu'on appelle HR proficient, ou autrement dit, si elles ont un phénomène de recombinaison homologue qui est intact, donc ils vont être capables de se réparer par d'autres types de façons pour nous donner encore une double hélice qui est intacte, donc une cellule qui survit. Donc, s'il s'agit d'une cellule tumorale, ben, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que cette cellule-là ne soit pas capable de se réparer pour aboutir en apoptose, c'est-à-dire endormie ou tuée ou non existante, incapable de se multiplier. C'est un peu le principe des inhibiteurs de PARP. Maintenant, récemment, nous avons publié un groupe d'oncologues médicaux et de gynécologues oncologues, un espèce de consensus pan-canadien par rapport justement aux grandes lignes qu'on voudrait parfaire au niveau de tout le Canada, faire en sorte que toutes nos patients puissent avoir accès à des inhibiteurs de PARP, bien comprendre la portée et également le faire de façon sécuritaire. Donc, ce papier-là qui est disponible dans Current Oncology fait état justement des traitements d'entretien de première ligne avec les différents inhibiteurs de PARP que nous avons,
mais fait état aussi des petites lacunes dans nos connaissances, puis fait état à possiblement considérer des tests qui pourraient nous aider à mieux sélectionner nos patients. Donc, dans le consensus, premier point qui est important, c'est d'abord les tests génétiques. Les tests génétiques vont nous éclairer pour faire la sélection, pour choisir le traitement d'entretien, mais pas juste choisir, vont nous aider aussi à avoir une espèce de valeur pronostique dans l'utilisation de cette médication. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on donne un inhibiteur de PARP à une patiente, bien, il y a bien des ressources qui sont nécessaires, qu'elles soient financières, qu'elles soient ressources en santé, qu'elles soient pour de la part des patients, une mobilisation un peu plus grande, OK? Ça fait plus de visites cliniques, etc. Donc, le test génétique va nous aider à cibler. Nous allons voir plus tard les deux autres points que j'énoncerai à ce moment-là. Donc, consensus, toute patiente avec un diagnostic de cancer de l'ovaire devrait se voir proposer une analyse de mutation génétique BRCA1, BRCA2 pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison de prévention, advenant qu'il y ait une mutation génétique germinale. À ce moment-là, les autres membres de la famille sont à risque d'être porteurs de la même mutation. Ce sont des gènes qui sont transmis de façon autosomale dominante, donc techniquement 50% de la famille devrait être susceptible d'être porteur de cette mutation-là, que ce soit un homme ou une femme, avec évidemment les découlants qui en arrivent. Donc, un premier but de prévention important. On suggère vraiment que ces tests-là soient faits un peu dans un format cascade. Autrement dit, diagnostic est fait, tout de suite, la patiente est orientée vers les services de génétique et en même temps, du côté de la pathologie, au moment où il y a une biopsie ou une chirurgie qui va servir à identifier, à poser le diagnostic, cette même biopsie-là, de façon réflexe, va se faire tester sur le plan somatique, c'est-à-dire mutation dans la tumeur. Okay? La différence entre le somatique et le germinal, c'est que le germinal, oui, il y a une composante héréditaire, tandis que le somatique, pas nécessairement, c'est la tumeur qui a la mutation. Et ensuite de ça, on parle du statut DRH, c'est un peu l'acronyme francisé, okay, de la recombinaison homologue déficiente. Okay? C'est un marqueur qui est un biomarqueur qui pourrait nous aider à voir si l'utilisation de l'inhibiteur de PARP va être vraiment utile, tout ça. C'est un test qui n'est pas parfait, on va le voir un peu plus tard, et on souhaiterait, dans le consensus, qu'il soit remboursé par un régime public, okay, et donc accessible. Évidemment, il existe des tests en ce moment qui ne sont vraiment pas parfaits. Alors, pour le moment, c'est peut-être pas le temps de les faire rembourser par nos régimes publics, mais à un moment donné, on va mieux comprendre. Il existe d'autres gènes, d'autres mutations, okay, qui vont susciter beaucoup de cancers d'ovaire également. Je fais allusion aux mutations dans RAD51C, RAD51D, BRIP1, BRIP1, qui sont d'autres types de gènes qui encourent également une bonne proportion de cancers de l'ovaire. D'identifier ces mutations-là, ce n'est pas une façon de, comment je dirais ça, de faire la sélection pour l'inhibiteur de PARP. On y reviendra. Maintenant, dans les analyses qui sont faites, les cibles, évidemment, c'est de vérifier le statut BRCA1, BRCA2, mutation germinale. On va faire ces analyses-là soit dans le sang, soit dans la salive, les cheveux, ça peut être fait. Et ce qu'on va retrouver, c'est que dans le cancer séreux de haut grade de l'ovaire, qui est vraiment notre fréquent, on va retrouver au moins 15 à 25 des patientes qui vont être porteuses d'une mutation germinale, sans égard à l'histoire de la famille. Donc, même si une patiente a zéro historique dans sa famille de cancer de l'ovaire, on s'attend à avoir presque le quart qui va être porteuse d'une mutation germinale. Donc, germinale, j'ai une augmentation de risque de cancer de l'ovaire, mais aussi de cancer de sein. Tandis que si je fais l'analyse sur la tumeur, j'ai une mutation, on fait l'analyse des mutations somatiques,
on retrouve à peu près 7 qui vont avoir une mutation. Mais ce sont des informations, 7 ça ne semble pas beaucoup, mais ça nous amène une information pronostique, vous allez voir avec les études qui ont été faites. Risque de cancer, évidemment, si j'ai une mutation BRCA1, mon risque à vie dans la mutation germinale, c'est de 40 à 60 BRCA2, c'est un peu moins, 11 à 27 mais vous savez comme moi, il n'y a pas de méthode préventive ou de surveillance précoce, ça n'existe pas en ce moment. Donc, vous voyez que l'impact de faire ces analyses-là est essentiel pour les patientes par rapport à la prévention du cancer de sein, on pourrait dire, pour leur famille, mais aussi pour le choix de traitement de maintenance. Ce qui est intéressant, c'est en plus, c'est bizarre, mais c'est comme ça, les patientes qui ont des mutations germinales BRCA, elles semblent avoir une survie augmentée à 5 ans comparativement aux patientes qui sont non mutées. On appelle ça un statut BRCA de type sauvage. Ça m'a toujours fait sourire, cette nomination-là, mais en tout cas. DRH, c'est la recombinaison homologue déficiente, OK? À peu près 50 de tous les cancers de l'ovaire vont avoir ce phénotype-là. Alors, c'est intéressant parce que, oui, ça va nous dire que les patientes dont la tumeur a cette caractéristique-là vont avoir une plus grande réponse au traitement de maintenance qu'on veut leur proposer. Maintenant, c'est une diapo qui est très chargée. On va y aller doucement. En fait, ce qu'on veut voir, c'est comment le statut de réponse, comment le statut de mutation va amener une réponse différente. Vous avez ici listé à gauche la plupart, c'est pas toutes, mais la plupart des études de première ligne, c'est-à-dire des patients qui ont été opérés, qui ont eu leur chimio et qui, après ça, se sont vus proposer une maintenance. Évidemment, comme on était en étude, en projet de recherche, bien, cette maintenance-là, avec l'inhibiteur de PARP, était comparée au placebo. L'étude SOLO 1, il faut se rappeler, l'étude SOLO 1 ne concerne que des patientes avec mutation BRCA. Okay? Et quand on leur donnait olaparib versus placebo, regardez les médianes de réponse, 56 mois comparativement à 13,8. Je veux dire, de toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. Évidemment, c'est très impressionnant. Mais dans SOLO, on s'adressait seulement qu'à des patientes mutées. Les autres études, on s'adressait à différents patients, en fait, à toutes les patientes, mutées, pas mutées. Donc, avec PRIMA, qui concernait le niraparib versus le placebo, on prend toutes les patientes ensemble, on voit qu'il y a une différence de médiane de survie entre 13 et 8,2 mois. Vous allez me dire, mon Dieu, c'est des patientes qui sont en placebo. Techniquement, j'aurais dû avoir à peu près la même chose que dans SOLO. C'est quand même... Il faut dire que le devis d'études de PRIMA exigeait des patientes qui avaient de la maladie résiduelle, soit au moment de la chirurgie ou à la fin des traitements de chimio. Donc, c'était déjà une population qui était beaucoup plus à risque. Okay? C'est pour ça que les chiffres ne se ressemblent pas. Okay? Ce n'est pas que le produit ou quoi que ce soit a été mal fait. Là. Quand on s'interroge par rapport justement à cette façon de recombinaison homologue déficitaire, on voit que soudainement, 21,9 versus 10, OK. Patientes qui sont mutées, 22,1 mois. Patientes qui ne sont pas mutées, mais qui avaient le déficit de recombinaison homologue, 19. Donc, ces trois conditions-là, qu'elles soient déficit de recombinaison homologue ou mutée, on voit qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Okay? Alors, tout à l'heure, dans nos explications, on voyait que 50 des patients avec cancer de l'ovaire ont un déficit de recombinaison homologue. Donc, on vient chercher un grand nombre, mais sauf qu'on n'a pas le test disponible en ce moment au Canada. Mais aussi, l'autre critique à l'envers, c'est que peut-être ce test-là n'est pas celui qui est 100 parfait, mais néanmoins, nous aiderait à dire ça vaut la peine d'utiliser ce médicament-là chez cette patiente-là. Donc, on a ces valeurs-là. Si je vais dans l'étude de Velia, on va l'oublier parce que ce produit-là ne sera pas développé dans ce contexte-là. Paola, c'est une étude qui a été faite en Europe, okay, où on avait les patientes qui étaient sous chimiothérapie, carbotaxol, principalement. Elles recevaient également du bevacizumab en même temps et en maintenance ou traitement d'entretien par la suite,
c'est là qu'il y avait la randomisation entre des patientes qui poursuivaient simplement le bevacizumab versus l'ajout de l'inhibiteur de PARP au bevacizumab. Et là encore, quand on subdivise les patientes, dépendant qu'elles avaient un déficit de recombinaison homologue, autrement dit, une certaine incapacité à faire la réparation de leur ADN, tout comme les patientes avec mutation, tout comme les patientes qui n'avaient pas de mutation, mais essentiellement le problème de recombinaison homologue, on se retrouve avec des chiffres très, très similaires. Okay? Ici encore, l'étude, vous allez me dire, dans l'élément placebo, comment ça que placebo a une survie, c'est-à-dire une médiane de survie de 16 comparativement à nos autres qui n'étaient pas tout à fait pareils. En fait, c'est presque pareil comme solo, mais là encore, c'était une population qui était optimale. Perspective canadienne. Tous les organismes ont fait état de l'importance d'avoir des tests de génétique chez toute patiente. Évidemment, une patiente pourrait refuser. Ça, c'est son choix. Mais on recommande vraiment, ça fait partie du standard de pratique, autant via l'ASCO qui est américaine, ESMO européenne, GOC qui est canadienne, c'est la Société de gynéco-onco du Canada. On recommande que ces patientes on leur propose ces tests. Je ferai une petite parenthèse qui n'est pas notée ici. Sachez que par rapport à la crainte de la discrimination, que ce soit de l'employeur ou de l'assureur, maintenant, toutes les provinces, il y a une protection avec la loi S-201 qui empêche justement que l'assureur, entre autres, pourrait demander le statut génétique d'une patiente. Donc, on a pu avoir ces craintes-là. C'est sûr que l'assureur peut demander est-ce qu'il y a du cancer dans votre famille, madame? Mais pas par rapport au statut génétique. Alors ça, on est rassuré pour ça. Puis au Québec, on avait cette particularité-là. La province ne s'était pas dotée de cette loi-là ou en fait avait tenté de la renverser. Et c'est finalement en juillet 2021 où ça a été ramené en Cour suprême et maintenant toutes les provinces sont dotées de cette protection-là. Donc, oui, on propose. Madame peut refuser. Mais notre idée derrière la proposition, c'est évidemment pour essayer d'inciter les membres de la famille à avoir une prévention et en même temps d'avoir recours à des stratégies de prévention. Maintenant, est-ce que je fais juste un test de génétique dans le sang ou la salive pour connaître le statut germinal? Le problème, c'est que les mutations germinales vont manquer environ 7 des cas où il y a des mutations dans la tumeur. Et vice-versa, si je fais à la place les tests juste dans la tumeur, bien, je vais manquer un autre 5 de patientes qui, en fait, ont des mutations germinales dans le sang, mais dans la tumeur, ça ne s'est pas manifesté. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des phénomènes de réversion dans les problématiques génétiques. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait analyse et germinale et somatique. Maintenant, la séquence de un ou l'autre peut varier selon la disponibilité des tests, mais vraiment, c'est vraiment une importance capitale de pouvoir offrir ça à nos patients. L'accès pour le test de recombinaison homologue, je vous ai déjà dit qu'il est absolument limité au Canada. Il y a quelques petits labos qui en font, mais il n'y a rien de test clinique qui est fait. C'est plus des outils recherche en ce moment. On souhaiterait avoir un test quelconque qui serait impeccable pour sélectionner les patientes chez qui ça fait vraiment un bénéfice. Il ne faut pas se leurrer, il y a des enjeux de sociétaires, de coûts, des enjeux de ressources humaines, etc., qui sont importants, mais en ce moment, tant qu'on n'aura pas un test qui soit ultra précis où vraiment on puisse déterminer à qui peut convenir ce médicament-là sans l'empêcher ou sans le donner à trop de gens pour rien. Il y a des tests, et on ne peut pas se servir du statut de déficit de recombinaison homologue seulement pour décider à qui peut avoir un médicament ou pas. Il y a les autres gènes qu'on avait mentionnés tout à l'heure, les gènes RAD51C, RAD51D, BRIP1. On voit aussi que ce sont des patientes qui vont avoir une meilleure réponse à notre chimio à base de platine. Mais pour le moment, on ne peut pas se servir
de la mutation présente dans d'autres gènes pour choisir l'inhibiteur de PARP parce que ça fait partie des règlements provinciaux qu'on va énoncer tout à l'heure. Dans notre consensus qui a été fait, on suggère une sélection d'inhibiteurs de PARP comme traitement d'entretien, appelez-le maintenance si vous voulez, en première intention dans les cas de cancer de l'ovaire. Il y a comme une préférence d'utiliser cette forme de thérapie plus en première ligne qu'en deuxième ligne, nommément dans l'incidence des syndromes de myélodysplasie ou de leucémie myéloïde aiguë. Fait que donc, dans le consensus, ce dont on fait état, c'est que, oui, les patientes qui ont des mutations, puis je vais souligner quelque chose ici, OK? Patientes qui ont une mutation, on a écrit doivent recevoir un traitement d'entretien. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je vais avoir une petite nuance dans la population qui n'a pas de mutation. Donc, patientes avec mutation devraient recevoir un traitement d'entretien une fois qu'elles ont répondu aux sels de Platin. Évidemment, si vous avez une patiente qui nous montre une maladie qui est réfractaire, c'est-à-dire dont la maladie reprogresse pendant la chimiothérapie, cette patiente-là n'est pas éligible au traitement. Maintenant, comment on va choisir notre inhibiteur de PARP? Au Canada, on a accès à 2 molécules. On a accès au niraparib, on a accès à olaparib. On va choisir l'agent selon souvent le profil de toxicité. Petite préférence, quand les patientes sont mutées, elles peuvent avoir accès aux 2 molécules, tandis que les patientes qui n'ont pas de mutation prouvée vont avoir accès seulement qu'au niraparib. Mais là, on est dans le cadre des patientes avec mutation. On a le choix entre les 2 agents. Bien, évidemment, c'est quand vous allez voir le profil d'innocuité ou profil de toxicité de chacun des agents, des fois, ça nous aide à faire un choix. Maintenant, les patientes qui ont ce qu'on appelle le BRCA de type sauvage ou les patientes non mutées qui ont aussi répondu aux sels de Platin, celles-là, elles ont accès au niraparib en maintenance. OK? On a un peu de données par rapport à la combinaison olaparib et bevacizumab, mais malheureusement, ça n'est pas disponible ici. Je dis malheureusement, mais plus ou moins parce que, en tout cas, je n'y trouve pas vraiment de gros impacts positifs. Quand on compare la posologie entre les 2 médicaments, on fait référence évidemment aux études de base. Alors, on a Solo 1 qui était pour olaparib et Prima qui était pour le niraparib. C'était des randomisations inhibiteurs de PARP versus placebo. Dans le cas de Solo, c'est olaparib, comme on a vu, et dans le cas de Prima, c'est niraparib. Attention aux doses, il y a eu des mélanges. Olaparib est donné à raison de 300 mg. Ça vient en comprimé de 150. Il existe des comprimés de 100 aussi pour vous permettre de jouer avec les doses un peu si nécessaire. Mais la posologie est 2 fois par jour. Ne pas confondre avec le niraparib qui va avoir une dose qu'on dit personnalisée, je vais l'expliquer, mais qui est donnée seulement 1 fois par jour. Alors, ne pas faire l'erreur de prescrire BID pour du niraparib, ça ne passe pas. La dose personnalisée, on voit qu'elle est entre 200 et 300 mg. Elle a été étudiée à travers l'étude Prima, où est-ce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de toxicité et qu'en ajustant la dose selon le poids de la patiente, c'est-à-dire que le chiffre magique est le 77 kg, et les plaquettes, le taux de plaquettes, le chiffre magique encore étant 150. Donc, patiente qui est plus petite que 77 kg ou encore des plaquettes inférieures à 150 quand elle a récupéré sa moelle après la chimiothérapie, on va débuter à 200 mg d'IE jusqu'à 36 mois. Tandis que dans le olaparib, l'étude avait été faite sur une base de 24 mois. Donc, c'est important de prévoir la bonne dose, la bonne posologie, 24 mois dans le cas de l'olaparib, 36 mois dans le cas de niraparib. Par contre, si vous avez une patiente qui avait de la maladie résiduelle à la fin de ses traitements de chimio et qu'en cours de traitement avec l'inhibiteur de PARP, on voit qu'il y a une réponse, on voit que la maladie continue soit à ne pas se développer, pas progresser ou encore va même réduire, à ce moment-là, il y a un bénéfice clinique qui est justifiable. Critères d'admissibilité, évidemment, seulement patiente mutée, tandis que
dans le côté de Prima, c'était toutes patientes, là, les all-comers en français, mais qui étaient évidemment des stades avancés. Puis comme je vous avais mentionné tout à l'heure, des patientes qui étaient un petit peu moins bons pronostics dans nos études. Puis à cet effet, regardez, le nombre de patientes qui avaient des stades 4 dans Solo 1, c'était 17 tandis que c'était 35 dans le cas de Prima. Les réponses complètes étaient supérieures dans l'étude de Solo 1. Bon, les patientes étaient toutes mutées dans Solo, on le sait. Les critères d'évaluation qui ont été faits dans les deux groupes, c'était les suivis sans progression, évalués par le chercheur dans le cadre de Solo 1, évalués par un bureau central, mais aussi l'étude était subdivisée avec une espèce d'analyse hiérarchique selon le statut de recombinaison homologue. Maintenant, regardez ça ici. Survie 5 ans, puis tout récemment, il y a 2 fins de semaine, on a vu les données à 7 ans qui sont exactement pareilles. Faites juste étirer la courbe plus longtemps. Ce qu'on voit, c'est qu'à 5 ans ou à 7 ans, 50 des patientes qui avaient un diagnostic de cancer de l'ovaire, stade 3 et 4, avancé, qui avaient bénéficié de chimiothérapie, sont encore sans progression. C'est vraiment spectaculaire. Et il ne faut pas oublier, le traitement finissait dans l'étude à 24 mois. Donc, malgré qu'il n'y avait pas d'autres traitements qui se poursuivaient, la courbe reste plateau tout le long, puis vous pouvez l'étirer jusqu'à 7 ans. C'est vraiment impressionnant, tout ça. Maintenant, ce qu'on voit en chiffres, OK, on l'a dans Solo 1, on le voit un peu avec l'étude de Prima, OK, où pour toutes les patients, vous voyez la ligne pointillée ici, c'est un peu la ligne que si elle est croisée, bien, on voit que le bénéfice est beaucoup moins important. Alors, on voit que les patientes qui sont mutées tirent un excellent bénéfice du niraparib. Les patientes qui ont le statut HRD, mais en français, on a vu que ça se traduisait avec l'acronyme DRH, font un peu moins bien, mais quand même très bien, OK, loin de la ligne pointillée. Les patientes qui sont dites proficient, autrement dit, le processus de recombinaison homologue n'est pas déficitaire, autrement dit, les patients ont gardé la capacité de réparer l'ADN. Donc, ici, ça s'approche dangereusement de la ligne pointillée. Alors, donc, tout ce groupe-là montre qu'avec le niraparib, on obtenait une belle réponse. D'accord pour la réponse, on s'entend, les inhibiteurs de PARP, ça marche. Maintenant, ce qui est important, si on veut faire une sélection, mettons que vous avez une patiente qui n'a pas de mutation, donc cette patiente-là, vous pouvez choisir entre olaparib ou niraparib. C'est sûr que si elle a une mutation, elle peut aller dans les deux côtés. Si elle n'en a pas, on est pris avec juste niraparib. Maintenant, en rouge, vous avez les différences. OK? Facteur d'anémie. OK? Tout grade confondu, 38 chez olaparib, 63 niraparib. La chose qui était la plus difficile, OK, c'est les fameuses thrombocytopénies puis qui surviennent de façon souvent très précoce, OK, dès le premier mois de traitement. Je veux dire, patiente avec des plaquettes à 5, j'en ai eu plusieurs. Donc, il y avait un élément de toxicité, ce qui a fait qu'à travers l'étude, à l'intérieur, pendant que l'étude était en cours, il y a eu tout de suite un ajustement de dose individualisé. Neutropénie, c'est semblable. Le côté digestif, ça va être plus le côté olaparib. Alors, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Fatigue aussi importante, alors que insomnie et attention, niraparib a la capacité de créer de l'hypertension chez nos patientes. Donc, quand elles ont une prescription de niraparib, elles ont aussi une prescription d'un brassard pour monitorer la pression. Ça fait partie du groupe. Ce qui est ici très utile, OK, c'est de prévoir, OK, ce qu'on appelle la préhabilitation, autrement dit, qu'avec les patientes, on a une bonne discussion. Puis souvent, si vous avez la chance d'avoir des infirmières pivots ou encore des pharmaciens dédiés, les docteurs, on est un peu plus pressés des fois, mais ou encore d'avoir une excellente documentation, je pense que si les patients sont conscients de ce qui peut arriver, d'ailleurs, plusieurs pharmacies ou plusieurs groupes de pharmaciens ont fait des prescriptions déjà préparées, comme chez nous, la prescription du olaparib vient automatiquement avec une posologie, soit pour contrer la diarrhée ou soit pour contrer la constipation.
La posologie du niraparib vient automatiquement avec l'histoire du brassard, OK? Donc, on essaie vraiment de préparer les patients pour les effets adverses, mais pour faire en sorte qu'elles vont avoir une meilleure, comment je dirais ça, qu'elles vont poursuivre dans le traitement. L'important qu'on veut, c'est qu'elles poursuivent parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les effets adverses vont se corriger en dedans de 2-3 mois la plupart du temps. OK? Donc, ça vaut la peine de persister. Évidemment, si c'est trop sévère, on peut faire une interruption ou encore, par la suite, parfois une réduction de dose, OK? Mais ça vaut la peine de prendre du temps pour bien préparer nos patientes à cette nouvelle médication-là. Maintenant, le choix de l'inhibiteur de PARP doit se faire. Bien évidemment, il y a des règles. OK? Du côté québécois, comme je vous dis, les patientes avec mutation génétique dans les gènes BRCA1 ou 2, qu'elles soient germinales ou qu'elles soient somatiques, autrement dit dans la tumeur, on peut utiliser un ou l'autre. OK? Chez les patientes qui n'ont pas de mutation, à ce moment-là, c'est vraiment niraparib. OK? On ne peut pas non plus comparer l'usage de un versus l'autre. L'efficacité, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le devis des études n'avait pas été fait de la même façon. La population de niraparib était beaucoup plus poquée, si on peut dire, beaucoup plus à risque que la population qui était avec le solo 1, avec le olaparib. OK? Maintenant, on veut également privilégier les inhibiteurs de PARP, oui, parce que ça prolonge la survie sans progression. Mais attention, il y a un petit risque de leucémie myéloïde aiguë ou syndrome myélodysplasique. Plus souvent dans le traitement, s'il est donné en deuxième ligne qu'en première ligne. C'est ce qui fait qu'on a bougé un peu l'indication beaucoup plus après la première ligne de traitement. Évidemment, si une patiente vous arrive et qu'en première ligne, elle n'avait jamais reçu, on va tirer le bénéfice de la deuxième ligne, mais de façon préférentielle, on préfère l'utiliser en première ligne pour diminuer les pourcentages de cette complication-là. Donc, quand on va faire le choix, il y a le statut de mutation qui va être important, il y a les effets secondaires dont on a parlé, on a les calendriers d'administration. Bon, 2 fois par jour versus 1 fois par jour. Les durées prévues de traitement, c'est 24 versus 36 mois. C'est tous des facteurs qui rentrent en considération pour faire le choix. Les patientes, comme on disait, qui n'avaient pas de mutation, donc en anglais, on les appelle wild type, mutation de type sauvage que je trouve désagréable. À ce moment-là, on va utiliser le traitement d'entretien avec le niraparib. Maintenant, tout à l'heure, on avait dit si une patiente a une mutation, elles doivent, je souligne, doivent avoir accès à un inhibiteur de PARP. Maintenant, ici, comment c'est écrit dans notre petit consensus? C'est écrit le traitement d'entretien par le niraparib chez la patiente qui n'a pas de mutation doit être envisagé. On n'a pas utilisé le mot doivent. OK? Pourquoi? Parce qu'on voyait qu'il y avait une efficacité un peu diminuée. On est juste mal outillé en ce moment pour choisir qui de ces patientes-là va vraiment répondre ou pas. OK? C'est pour ça que ça n'a pas été aussi catégorique que dans le cas des patientes qui ont des mutations. Donc, évidemment, si on avait un test de recombinaison homologue ou autre test qui serait vraiment prédicteur de à qui ça donne un bénéfice certain, ça vaudrait la peine, mais on ne l'a pas. Alors, on a mis dans le guide ou dans le consensus qu'effectivement, il y a d'autres options. Si on décide de ne pas offrir un inhibiteur de PARP, bien évidemment, on peut participer à un essai clinique, yes, ou encore observation. Dans certaines portions du pays, on a accès au bevacizumab, ce qui n'est pas le cas ici en maintenance au Québec. Donc, ce serait d'autres options qui seraient envisageable. Alors, ici, j'ai quelques diapos avec l'utilisation du bevacizumab. Je trouve ça un petit peu malheureux parce que, dans le fond, on ne peut pas vraiment s'en servir au Québec, mais il y avait des études quand même qui nous avaient donné un petit espoir que le bevacizumab pouvait faire une différence. Il y avait le ICON 7, OK, le ICON 7, OK, et de juste vous rappeler une chose, c'est que le bevacizumab, dans cette étude-là, était donné à 7,5 mg par kilo. L'étude Paola, dont on a parlé tout à l'heure, ici, là, c'était du 15 mg. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Puis, je fais juste un petit retour
historique, OK, sur la survie, OK, la survie globale chez les patientes qui étaient sur ICON 7, autrement dit à 7,5 mg par kilo. Bien, écoutez, la survie moyenne, c'était avec le bevacizumab en maintenance, c'était 39,3 mois versus 34,5 mois de survie globale. OK, donc, c'était à peu près 4 mois de différence avec le bevacizumab et ses complications. Je vais laisser faire cette diapo-là parce qu'elle n'est vraiment pas pertinente. Celle-là non plus. Alors, perspective canadienne, bien évidemment, on n'a pas de test de recombinaison homologue. On n'a pas de bevacizumab, donc c'est un peu difficile de pouvoir l'utiliser, puis même en parler. Dans le consensus, ensuite, le troisième chapitre, c'est la posologie durée du traitement d'entretien avec inhibiteur de PARP. Alors, dans le consensus, on a répété olaparib, voie orale, OK? La posologie initiale, c'est 300 mg 2 fois par jour, 2 ans, OK? Une fois que la patiente a répondu à la chimiothérapie de première intention. Maintenant, on attend que les formules sanguines se soient renormalisées et habituellement, ces traitements-là vont commencer autour de 6 à 8 semaines après le dernier traitement de chimiothérapie. On ne poursuit pas plus que 2 ans. C'est difficile. Maintenant, il y a une petite sous-catégorie. S'il y a un bénéfice clinique qui est encore perceptible, soit avec les scans, tout ça, on peut le poursuivre. Mais techniquement, on n'a pas vu qu'il y avait de nécessité de poursuivre à plus de 2 ans. Dans le niraparib, c'est soit une dose de 200 mg si la patiente pèse moins de 77 kg ou que ses plaquettes sont moins de 150 000, ou encore posologie de 300 si on a l'inverse. Okay? Poursuite de traitement, là encore, au bout de 3 ans, seulement que s'il y a un bénéfice clinique qui est justifiable. Une chose qui est importante, ça va être de discuter aussi du suivi de ces patientes-là. On a parlé du syndrome myélodysplasique. Il peut arriver en cours de traitement, mais on l'a vu arriver aussi après le traitement, okay? Une fois que les traitements avaient été terminés. Donc, ça va être important de suivre nos patientes là, même après les traitements. Dans les résultats de SOLO 1, qu'est-ce qui nous a amené à modifier la dose de olaparib? D'abord, on a vu qu'il y a eu des patientes qui se sont interrompues. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop les effets secondaires, on ne savait pas trop comment les aborder et on ne savait pas trop comment les prévenir. OK? Donc, placebo, 17 %, c'est quand même un gros chiffre, OK? Et versus 52 %, autrement dit, la moitié des patientes avaient une certaine interruption de traitement à ces moments-là. Réduction de dose, OK, presque le tiers des patientes qui étaient sous olaparib. Les patientes qui ont terminé le traitement à 2 ans, c'était 47 % de l'étude. Il y en a qui ont terminé un petit peu avant, mais il y en a qui ont terminé après que le traitement était poursuivi pour bénéfice clinique présumé. Et ça fait que vous avez ici ce bénéfice clinique qui était présumé là, chez 10 % des patients. Les patientes qui, à 2 ans, étaient toujours sur la posologie initiale, c'est-à-dire le 300 mg 2 fois par jour, c'est quand même 64 %. Puis évidemment, les cas de modification, c'était évidemment anémie, nausée, neutropénie, fatigue. Fatigue est probablement la manifestation qui était la plus difficile à contrer ou encore à faire en sorte que les patients ne soient pas découragés avec tout ça. Évidemment, ces manifestations, en grande partie, vont disparaître, évidemment, une fois qu'on a interrompu le traitement, ou encore si on fait une interruption et une réduction de dose, et surtout l'administration de soins de soutien. Et j'ajouterais encore une fois le mot préhabilitation, je veux dire la préparation mentale des patients avec ces difficultés. Dans l'étude avec niraparib, ici, ce n'est pas l'étude primaire, c'est l'étude NOVA qui était plus en deuxième ligne, qui avait été faite initialement. On avait quand même fini par déterminer justement le jeu des doses personnalisées, soit des patients. En revisant les études et les patientes, on voyait que l'espèce de cut-off était vraiment 77 kilos puis 150 000 de plaquettes. Okay? Puis, a posteriori, quand ça a été étudié,
on s'est rendu compte que la réduction de dose, OK, du niraparib à 200 et même à 100 mg, OK, ça c'était important, n'avait pas eu d'effet sur la survie sans progression. C'était comme, mais par contre, la tolérabilité était nettement supérieure une fois que la dose personnalisée était observée. Les réductions de dose du côté de Prima, OK, on est parti à une dose fixe à 300 chez 315 patientes. On a eu 169 patientes qui avaient la dose personnalisée pour un total de 485. Alors, si vous regardez les réductions de dose, pleine dose versus dose réduite, il y a quand même un bon nombre de patients qui doivent avoir une réduction de dose ou encore une interruption de traitement. Et le grand coupable, c'est souvent la thrombocytopénie. À pleine dose, 48 dose personnalisée, 21 mais on parle des thrombocytopénies de grade 3 ou 4. Là. On ne parle pas juste petite thrombocytopénie. Anémie, la même chose. Neutropénie, également la même chose. Alors, c'est quand même important. Et ici, c'est la ligne pour vous indiquer que le suivi sans progression de maladie est à peu près identique. Donc, les patientes qui débutent un traitement d'inhibiteur de PARP, mais c'est important au tout début de vraiment mettre les cartes sur table. C'est un traitement qui va être arrêté après 2 ou 3 ans, dépendant du médicament. Alors, c'est important de les avertir et de répéter parce que, évidemment, quand arrive le 2 ans, si on dit, bon, ben OK, on n'en prend plus, puis ça va bien, je vous jure que la marche est haute, les patientes ont peur. OK? Elles ont besoin d'être vraiment préparées à tout ça dès le début des traitements. OK? C'est essentiel. Puis vous avez vu, les courbes, ils sont très rassurantes. Dans le consensus également, on a parlé des tests de laboratoire qui doivent être faits. Et ces tests de laboratoire-là, que je vais énumérer tout à l'heure, important que ce soit mesuré même au-delà de la fin des traitements, correct? Pourquoi? Entre autres, la fameuse leucémie qui souvent va arriver après que tout ça est fini. OK? C'est important de le déceler rapidement. Les effets toxiques également doivent être vraiment pris en charge. Ça prend des équipes pour travailler avec les inhibiteurs de PARP. Je pense qu'au niveau des ressources humaines, autant système de santé, patients, c'est vraiment une innovation qui chamboule nos façons de faire. OK? Ici, vous avez la proposition pan-canadienne, peut varier d'un centre à l'autre, peut varier d'une province à l'autre. Alors, formule sanguine complète, OK? Avec le olaparib, on suggère de le faire à tous les mois. Je dois vous dire que au CHUM, on a plus on fait un suivi un peu plus serré. Le premier mois, c'est vraiment à chaque semaine. On a essayé de standardiser le suivi qui soit identique dans la forme niraparib que dans la forme olaparib, juste pour être certaine qu'il n'y aura pas de mélange. OK? Olaparib, on aurait peut-être pu faire des prises de sang une fois par mois, mais le niraparib, en tout début, essentiel que ce soit fait une fois par semaine pendant le premier mois, puis après ça, une fois par mois. Une fois qu'on est rendu à 6 mois, on continue tous les mois. Et par la suite, on se calque sur les visites cliniques, donc à tous les 3-4 mois, à partir du 2 ans ou à partir du 3 ans, une fois qu'on est rendu sans traitement. Tension artérielle, olaparib, ce n'est pas vraiment une nécessité. On l'a fait au départ, OK, pour être certain qu'il n'y a pas de problème à quelques reprises, là, mais c'est plus par curiosité. Niraparib, essentiel, OK, 3 fois par semaine le premier mois, puis par la suite 2 fois par mois, pour évidemment s'assurer qu'il n'y a pas de montée de pression. Évidemment, il va en avoir. Donc, à ce moment-là, il va falloir s'adapter puis essayer d'offrir la meilleure prescription. Il y a des guides de pratique par rapport à l'hypertension qui sont très utiles. Il y en a un canadien, entre autres. J'attirerai votre attention sur une chose, OK? C'est que oui, il va y avoir fort possiblement de l'utilisation d'antihypertenseurs, des ajustements, mais quand on arrête le traitement, OK, à 36 mois ou avant, si on arrête pour d'autres toxicités, n'oubliez pas, il faut faire une déescalade. Il faut vraiment suivre les patients pour être certaine que, parce que la pression va tomber, OK? Donc, il ne s'agit pas qu'on ait des accidents de cette nature. Alors, il faut vraiment ne pas oublier de poursuivre les ajustements, mais à la baisse avec ces médicaments-là.
La leucémie myéloïde est essentielle de poursuivre la surveillance de la formule sanguine pour être capable en tout cas, de l'attraper le plus vite possible. Modification de dose, évidemment, quand c'est toute modification de dose non hématologique, OK, que ce soit fatigue, constipation, diarrhée, etc. Grade 1, grade 2, on va poursuivre. Si ça ne se change pas après comme un certain temps, on peut suspendre le traitement puis le reprendre une fois que la résolution de l'effet adverse est survenue. Par contre, les grades 3, OK, essentiel, bon, on peut interrompre le traitement jusqu'à un maximum de 28 jours, le temps que ça se corrige. Si ça ne s'est toujours pas corrigé après 28 jours, à ce moment-là, malgré la prise en charge adéquate, malgré les traitements du support, mais à ce moment-là, on est obligé d'arrêter définitivement, c'est essentiel. Dans les monographies, il y a quand même un bon support pour nous aider à bien gérer ces effets adverses-là. Et dans plusieurs provinces, il commence à apparaître des guides d'utilisation, OK, avec des petits trucs, OK, qui nous permettent justement d'améliorer ça. Il y a une phrase qui m'a vraiment paru étrange, mais qui est vraie. Si vous êtes avec un problème de toxicité qui n'est pas traitable, qui ne se corrige pas, que ce soit avec un ou l'autre des inhibiteurs de PARP, l'Agence canadienne des médicaments et technologies de la santé était d'avis qu'on pouvait faire le switch à l'autre inhibiteur de PARP. Évidemment, au niveau provincial, il va y avoir une certaine discussion. OK, ce ne sera plus le médicament d'exception, mais ça va être le patient d'exception au Québec que vous allez avoir à compléter pour permettre ça. Il vient tout juste, OK, il y a quelques mois, d'y avoir une toute nouvelle complication qui a été ajoutée à la monographie, OK? Et on parle dans la monographie de l'augmentation du taux de thromboembolie veineuse et d'embolie pulmonaire. On en parle dans la monographie de façon large, sans préciser à quelle population. Et dans les études qui avaient été faites, c'était de l'ordre de 7 comparativement à 3,1 chez les patients qui prenaient placebo. J'ai bien dit patients parce que ça s'adressait à des traitements de cancer de la prostate. OK? Alors, ça a été une nouveauté. Puis, ce qui m'allume un peu, c'est que ces patients-là ont souvent eu beaucoup d'hormonothérapie au préalable. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je ne sais pas. Mais dans la population féminine, cancer de l'ovaire, en tout cas, on n'a pas vu ce problème-là. Donc, en résumé, conclusion, le test de dépistage des mutations est essentiel. Mutation germinale dans le sang, donc potentiellement héréditaire, mutation somatique sur la tumeur. Et on vous souhaite à tous d'avoir accès à un test réflexe, autrement dit, automatiquement, biopsie ou chirurgie faite, bang, le pathologiste passe l'analyse ou envoie dans le milieu qui fait les analyses somatiques la référence. Traitement d'entretien augmente considérablement la survie de progression. Même chez les patientes avec mutation, on commence à voir le mot cure poindre un petit peu dans les articles. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous dis merci. Je suis bien contente d'avoir pu partager ça. J'aurais vraiment aimé être en présentiel. Puis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vos patientes. Merci beaucoup.